On se retrouve pour des achats lecture du mois de août, septembre, octobre. Bon, j'avoue, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce format-là. Donc c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Générique. J'ai lu la fin de H2, donc du tome 26 au tome 34, qui met en scène un quatuor amoureux dont les prénoms commencent tous par H, d'où le titre H au carré. Ça ne sert à rien que je vous vante les délices de ce manga étant indisponible dans le commerce, mais qui sait, puisque Mix est aujourd'hui disponible en version numérique, peut-être que ce sera le tour de Cross Game puis de H2 par la suite. Alors je vous fais quand même un petit topo rapide. Tout commence lorsque Hiro et Atsushi, amis d'enfance, se retrouvent dans un lycée, mais un établissement où il n'y a pas de club de baseball, car un médecin a diagnostiqué que si Hiro lance de nouveau des balles, cela pourrait lui causer une blessure irréversible, et Atsushi ne pourra plus être receveur à cause de sa hanche, au risque de le payer toute sa vie. Hiro fera la connaissance de la charmante et maladroite Haruka, qui est une passionnée de baseball et qui tentera de créer un club amateur malgré les obstacles qui se présenteront à elle. Hiro et Atsushi sauront tenter de l'aider malgré le risque qu'ils encourent. Il faut savoir qu'ils formaient à eux deux un tandem en or, reconnu dans le circuit collégien et notamment par Hideo, aujourd'hui batteur vedette du lycée Meiwa, qui est également le meilleur ami de Hiro et petit ami de son ami d'enfance, la belle Hikari. Comme j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo Pourquoi j'aime lire du Adachi, que je vous conseille fortement d'aller regarder, le mangaka met en avant la rivalité de nos joueurs de baseball qui ne rêvent que de s'affronter durant le Koshien, un célèbre tournoi de baseball lycéen qui semble rythmer les hivers et les étés des Japonais. Seulement la rivalité débordera des terrains pour s'immiscer dans les cœurs et de manière très ambiguë au cœur de notre quator. Et le final est aux petits oignons, donc à défaut de pouvoir le lire dans son format papier ou numérique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même si Mitsuru Adachi mériterait d'être récompensé comme il se doit pour ce chef-d'œuvre. J'ai également lu Suicide Island 4, 5, 6 de Koji Mori, vous savez, le meilleur ami et rival de Kentaro Miura. C'est une série publiée au Japon entre 2008 et 2016 en 17 tomes que j'ai découvert lors du premier confinement lorsque Kazé offrait gratuitement les 3 premiers tomes et j'avais été agréablement surpris par la qualité du récit. Les visages des personnages sont un peu bizarres à première vue, mais on s'y fait vite. Et c'est que plus tard que j'ai fait le lien avec le manga Holy Land, qui est un manga du même auteur, Koji Mori. Un manga qui mêle Furio et arts martiaux avec brio. Hélas, toujours pas édité chez nous, alors que cette série a été publiée entre 2000 et 2008 au Japon et en 18 tomes. Depuis, j'ai téléchargé les 10 premiers tomes de Suicide Island et la qualité est toujours au rendez-vous après ma lecture des 6 premiers tomes. Une nouvelle fois, c'est une série qui n'est plus disponible à la vente dans son format papier et assez compliqué de l'acheter en occasion. Kazé nous fera peut-être une Rainbow, s'ils ont toujours les droits d'exploitation, de cette licence, ce qui doit être le cas puisque la série est toujours disponible en format numérique. Et lorsque je dis nous faire une Rainbow, je pense au fait de proposer une reliure d'un tome x3, voire x4. Après tout, j'ai l'impression, c'est juste une impression en n'ayant aucun chiffre, que la formule a conquis un nouveau public avec Ikegami et Rainbow. Donc je ne sais pas s'il est utile de s'y attarder si vous ne lisez pas en numérique, mais je vous fais un petit topo. Sei, qui a tenté de mettre fin à ses jours, se réveille sur une île déserte avec d'autres personnes qui ont attenté à leur vie. Apparemment, le Japon utilise cette île pour se débarrasser des suicidaires afin qu'il n'ait plus à devoir payer pour les soins médicaux de ces rébus de la société. Certains vont mettre fin à leur jour, tandis que d'autres vont tenter de survivre. C'est alors que différents groupes se forment. Attaques psychologiques pour pousser les autres au suicide, idéologies différentes, loi du plus fort, atmosphère oppressante, mais aussi foi en l'humanité et solidarité vont ressurgir d'un groupe. Certains d'entre eux vivent l'expérience comme une renaissance, ou soit en bon gros lâche, en violeur opportuniste, ou juste parfaite petite raclure, soit en une personne meilleure, ce qui est le cas de notre héros Sei, qui devient un véritable chasseur en apprenant à survivre seul dans la forêt montagneuse. Et il revient de loin étant une véritable tête à claque à son arrivée sur l'île.
Pour vous donner une idée, je préfère cette série à Alice in Borderland, par exemple, vu que ça parle à beaucoup d'entre vous. Je la trouve plus psychologique, moins dans le jeu, plus proche d'un The Walking Dead, mais sans les morts vivants. Quoique. J'ai également fait la relecture du tome 1 de Roth, de Mitsuru Adachi. Alors à chaque fois, je conseille de lire cette série pour qui souhaite découvrir du Adachi, car c'est en 12 tomes et que c'est génial. Et surtout disponible encore chez Glénat. J'avais grave envie de le relire tout simplement parce que je ne me rappelle plus du récit et encore moins de sa fin. Donc c'est un vrai bonheur, je redécouvre l'œuvre, c'est un peu ma lecture récréation sur fond de natation. Après vous connaissez, il y a rivalité sportive et amoureuse, de la grande comédie romantique avec une touche d'humour qui est l'empreinte du maître. J'ai hâte de me relire la série dans son intégralité et d'enchaîner d'autres lectures de Mitsuru Adachi à travers ses autres titres. J'ai également lu les tomes 6 à 10 de Golden Kamuy. Alors ce titre est un savant mélange d'action, d'aventure et d'humour. Et de tome en tome, il y a confirmation de personnages bien badass à tout va, comme on aime. Il y a aussi des moments plus chill à base de bons plans culinaires ou de survie en milieu hostile, mais je vous avoue que selon mon envie, je lis en diagonale ou pas ces moments-là, car ça ajoute une petite touch dans la relation des personnages entre eux, et souvent avec les running gags du popo. Mais parfois c'est trop secondaire, et on veut retrouver l'intrigue fissa avec la connexion des persos bien badass qui se croisent. Finalement, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Mais je ne vous en dirai pas plus, bien sûr, c'est pour votre bien. J'ai plus qu'à enchaîner avec les 5 prochains tomes, voire plus, étant donné que je suis actuellement à jour avec les 22, voire 23 tomes sortis à ce jour. J'ai également lu Jujutsu Kaisen, tome 10, encore un très bon tome, voire un très très bon tome, qui met en scène un Gojo qui se réveille de son flashback, qui nous contait son background et les liens qui l'unissent avec ce qui semble être le chef d'orchestre des antagonistes. Un piège se referme sur Gojo, toujours aussi badass, mais qui annonce quand même une faiblesse de taille, à voir s'il survivra à tout ça. Rien n'est moins sûr. Donc un bon petit arc, bien meilleur que celui du début de la série, plus qu'à espérer que le manga continue comme ça. Et pour tout vous dire, je viens de finir le tome 11 qui promet toujours plus de baston. J'ai également lu le tome 27 de Black Clover. C'est mon petit péché mignon, on continue de prendre des éléments connus et reconnus des plus grands shonen. On fait la connaissance avec le dernier membre du Taureau Noir qui va former Asta à utiliser le pouvoir de son démon. Ce qui nous fait bien évidemment penser à la phase où Naruto apprend à maîtriser les pouvoirs de Kyuubi. On n'est pas loin d'un copier-coller, mais ce qui est bien avec Black Clover, c'est que c'est expéditif, donc sympa à lire, mais moi ce que j'aime, c'est avoir peur pour la vie de Yami. Comme les lecteurs de Jujutsu Kaisen ont peur pour la vie de Gojo. On verra bien ce que nous réserve la suite, mais c'est fou comment Bleach a influencé le déroulement des combats et l'utilisation des combattants, comment Dick Grayman a totalement inspiré certains antagonistes et les situations noires et pleines de désespoir pour les protas. Puis comment Naruto a donné naissance à Asta, c'est quand même assez flagrant. Alors par contre c'est toujours aussi bon. Sinon j'ai pas encore lu le tome 28 mais ça ne serait tardé. J'ai également lu le one-shot Sensor de Junji Ito. Alors ravi de profiter d'un inédit dans un format cartonné qui se mariera très bien avec toute la collection de Mangetsu, voire des intégrales de Delcourt Tonkam. Par contre je suis un peu déçu par la préface de Kojima, je m'attendais à autre chose qu'à un petit mot disant que Junji c'est mon ami et c'est un génie. Au vu de son bagou, je crois que j'aurais largement préféré une préface de Sullivan, donc le directeur de la collection. Puis en toute honnêteté, c'est certainement celui que j'ai le moins apprécié de tout ce que j'ai lu, et ce, malgré 2-3 bonnes idées qu'il y a dedans. Je l'ai trouvé peut-être un peu trop Lovecraftien, ce qui n'empêche que j'ai passé un bon moment de lecture. Pour info, je n'ai lu que les intégrales déjà sorties, ainsi que le journal de son chat, et je suis en cours de lecture avec la déchéance d'un homme. J'ai également lu le tome 15 de Riol de Takehiko Inoue, un tome que nous attendions tous depuis plusieurs années maintenant, mais surtout un tome qui répond à toutes nos attentes. Un tome 15 de Riol fabuleux, où on s'attarde sur chacun des personnages. Un tome qui donne l'impression que tout converge. Pour ma part, il y a les 2 personnages qui me touchent plus particulièrement, que sont Nomiya et Takahashi. J'avoue que Togawa me laisse un peu indifférent. Mais les 2 autres ont tellement de remises en question, ils sont tellement plus attachants. Honnêtement, je vois bien 1 ou 2 derniers tomes, pas plus, pour finir cette excellente série. J'ai également lu 100 Bucket List of the Dead, tome 1 et 2. Alors oui, c'est sympa à lire, ça a été pitché pas mal de fois à sa sortie. Ça parle d'un gars qui vivait mal son quotidien en entreprise, pas loin du burn-out. Il est en dépression de devoir aller travailler jusqu'à ce que l'apocalypse de zombies change la donne.
il est plus obligé d'aller bosser, ce qui chamboule ses priorités et contre toute attente, cela ressemble au plus beau jour de sa vie, alors que tout le monde se fait massacrer par des zombies. L'idée est sympa, ça donne envie de suivre les aventures un peu décalées de notre héros, un peu à l'image du film Shaun of the Dead, pour ceux qui l'ont vu, qui pour moi est un de mes films de zombies préférés. Puis voilà, une fois rentré dans le délire, il n'y a pas grand chose non plus qui donne envie de s'impliquer plus que ça dans le récit. Peut-être que le ton est un peu trop léger, à voir avec le tome 3. En tout cas, c'est une lecture assez récréative. J'ai également lu le tome 1 de Wingman, donc de Masakazu Katsura. Quel kiff de redécouvrir cette licence que j'avais lue mais pas dans son intégralité du temps de Manga Player. On y retrouve les bases de Masakazu Katsura. Lire une première œuvre est toujours très instructif quant au mangaka et à ses autres licences. C'est mon petit kiff à moi, j'ai hâte de lire la suite car j'ai longtemps galéré pour me procurer l'intégrale éditée par Tonkam. J'ai également lu Shiguri tome 5, ce manga me tient en haleine de tome en tome. Je craignais qu'à la suite du tome 4 qui était high level, nous tombions de haut. Mais il n'en est rien, au contraire, le récit est toujours aussi fort, les dessins toujours aussi exceptionnels. Certainement une de mes lectures de l'année, on attend le tome 6 avec impatience. Avec de la chance, il sera disponible au Paris Manga, où je serai d'ailleurs présent dans le stand de Meian le dimanche 7 novembre. J'ai également lu My Hero Academia tome 30, un tome qui envoie du lourd graphiquement. Je voulais du noir dans cette série, et on peut dire que je suis servi. Quelques petites révélations qui font bien avancer l'histoire, même si on s'en doutait, et d'autres assez étonnantes. J'ai bien aimé l'intervention du One for All par exemple. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça annonce une fin probable d'ici 2-3 tomes. Rien à dire hormis que j'espère que le rythme ne va pas trop redescendre par la suite et qu'il continue de flirter avec le noir. J'ai également lu Kengan Ashura, tome 6, 7, 8, 9. On continue les combats, on rattrape la diffusion Netflix et ça fait plaisir. Un bon manga de baston avec son petit caractère qui lui est propre. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le mangaka nous a concocté des surprises derrière chaque cover, ce qui donne un petit plus certain à cette édition. Vivement qu'on dépasse la saison 2 et qu'on en apprenne plus sur le style Nico. J'ai également lu Demon Lord and Room Hero, tome 1 et 2. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais curieux. Et je ne regrette pas, j'aime bien le délire. Graphiquement, des fois, c'est vraiment pas fou, mais tranquille, ça passe très bien. Dans l'ensemble, j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai bien rigolé. Bon, pas aussi nerveusement que Grand Blue, mais quand même, bonne ambiance. Je reconnais effectivement des petites inspirations d'Akira Toriyama, mais aussi sur le thème de Dragon Quest. Et c'est là que c'est pas mal du tout, car on connaît tous les archétypes des RPG, ce qui facilite notre immersion dans un monde d'après, qui ne s'embête pas des anachronismes. On a clairement l'impression d'être dans une chambre japonaise, dans un quartier japonais, mais avec une histoire de fond post-isekai ou post-jeu vidéo. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous fais quand même un petit topo. On suit un roi démon qui se réincarne plutôt que prévu, quitte à être plus faible afin de retrouver le héros qui l'a tué. C'est là qu'elle se rend, oui, parce qu'elle a pris l'apparence d'une petite fille, d'une petite démone, mais on ne connaît pas vraiment son sexe. Et donc elle se rend compte de la déchéance du héros qui a mis fin à son règne. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur la cover pour que vous puissiez vous faire un tableau. Et contre toute attente, elle fera tout pour que son héros déchu retrouve sa grâce d'antan. Oui, c'est un manga comique avec un peu d'action, ce qui rythme bien le récit, mais on s'approche aussi d'une rom-com. J'ai également lu le tome 1 de Ban le Bouseux. Alors je vous le dis, quand j'ai vu le délire un peu mafieux avec les flingues, je me suis dit c'est quoi ce navet ? Et puis finalement, je rentre dans le délire, qui d'ailleurs avec le style bouseux n'est pas sans rappeler le manga Nepokogné de Shinichi Sakamoto, une des premières œuvres de l'auteur de Ascension et Innocente. Alors le graphisme, il a de la gueule, il est de qualité, on peut imaginer revoir ce mangaka avec un récit plus mature. En tout cas, une fois les premières pages tournées, ça s'est révélé prometteur. J'ai également lu le one-shot Summer of Love. Alors un one-shot très agréable à lire du mangaka de Mauvaises Herbes et Aliens Brothers, publié chez Le Lézard Noir. Alors il commence à trouver son public en France avec la reconnaissance qui va avec. J'ai trouvé Summer of Love très intéressant. Un propos assez original et authentique. Et je vous fais le petit topo vite fait, c'est l'histoire d'une ville dont son quotidien va être chamboulé à cause d'une éruption volcanique et de la relation amicale d'abord opportuniste entre deux garçons qui va se révéler être riches, plus riches qu'elle n'y paraît d'abord. Alors non, je ne vous fais pas le topo d'un boys love, rien à voir, mais plus d'un récit nostalgique sur l'adolescence et les changements inévitables de la vie.
je ne vous cache pas que je lui ai trouvé un petit côté Taiyo Matsumoto qui m'a bien plu. J'ai également lu le tome 1 de Shangri-La Frontière. Alors j'entendais des gens dire bof, gros bof, bah moi j'ai bien aimé. Voilà, je trouve que l'équilibre est vraiment bon entre les combats, les level up et le récit. J'en attendais rien et je ne suis pas déçu. Maintenant, j'ai hâte de lire la suite afin de voir si ça ne tourne pas en rond et que j'y trouve un vrai intérêt de lecture. Mais là, comme ça, à chaud, j'ai passé un très bon moment. C'est le premier tome, alors je vous fais un petit topo. C'est l'histoire d'un mec dont le passe-temps est de finir tous les jeux les plus pourris qui existent, avec des bugs et tout. Ce qui, dans un sens, le rend assez exceptionnel. Jusqu'à ce jour où il se laisse tenter par le dernier jeu à la mode, bien mainstream, et qui va lui réserver bien des surprises. Alors, je vous parle d'un jeu façon réalité virtuelle en mode Ready Player One. Pour vous faire une idée vite fait, imagine quelqu'un qui joue grosso modo au jeu Goblin Slayer. Voilà. J'ai également lu le tome 1 de Undead Unluck. Alors par contre là, ça a été la douche froide. Je voyais le titre faire parler un peu de lui dans les jumps. Ça avait l'air cool, bah je me suis trop fait chier. Voilà, j'ai pas aimé le délire, que je trouvais trop farfelu. La conception des pouvoirs un peu trop tirée par les cheveux, trop démonstratif. J'ai pas du tout été touché par l'œuvre. J'ai fini ma lecture en diagonale. Les persos, les textes, tout m'a saoulé. Et je suis étonné que c'est survécu à une prépublication du Jump. J'ai également lu le tome 6 de Gannibal, un tome qui va dans tous les sens, qui donne plein d'éléments, mais qui donne aussi l'impression de ne pas avoir avancé d'un iota. Génial, ça veut dire que l'auteur maîtrise parfaitement son récit. Je ne vais pas m'attarder dessus, faites-vous plaisir si vous ne connaissez pas. Un manga qui va être adapté en série live, idée que je trouve très bonne d'ailleurs. J'ai également lu le tome 99 de One Piece. Quel plaisir de voir Luffy apparaître avec sa cape rouge de corsaire bien badass contre Kaido et Big Mom. Gros affrontement, Luffy en power-up, mais pas sûr que ça suffise en vrai. Vivement le tome 100, en espérant voir un peu plus Zoro. J'ai également lu le tome 23 de One Punch Man, toujours un délice de lecture. Tout ce que j'aime, One Punch Man et Chainsaw Man ont leur originalité dans le monde du shonen. Donc j'adore, bien qu'il faut le reconnaître que cet arc est vraiment long de ouf. Voilà, sinon j'ai lu les tomes 19 à 26, voire 27 de Space Bro. Je prends mon temps, mais step by step. Je suis les aventures de Muta, son frère et ses amis. Les personnages sont tous uniques dans leur genre, riches en couleurs, parfois un peu barrés, mais en même temps, il faut bien ça pour avoir envie de voyager dans l'espace et marcher sur la Lune. Et dans ces tomes, Muta marche sur les pas de son jeune frère. Une série que je recommande bien sûr. C'est long, plus de 30 tomes, voire 35 ou 36 pour l'instant, mais si vous ne voulez pas vous embêter, ils sont toujours disponibles en numérique. J'ai également lu le tome 1 de Sprite, en soi c'est pas nul. Je serais curieux de lire le tome 2 à l'occasion, mais en vrai c'est le genre de récit qui me saoule un peu aussi. Sous prétexte qu'il y a une touche de fantastique, bah on a l'impression que tout est possible, ça me freine un peu. Donc le tome 2, ce ne sera pas pour tout de suite, bien que je peux très bien comprendre que ce soit la came à d'autres. Je ne sais pas si la collection est encore commercialisée, mais sinon elle est toujours dispo en version numérique pour ceux que ça intéresse. Perso, j'ai trop la flemme de faire un petit topo dessus, mais si vous aimez Alice in Borderland, ça pourrait très bien vous plaire. J'ai également lu le tome 2 de Raw Hero. Je continue d'apprécier le délire, qui s'assume, c'est con, j'adore. J'ai également lu le tome 4 à 13 de Ashita no Joe. Une fois le tome 4 fini, il est devenu compliqué de s'arrêter, les matchs de boxe s'enchaînent, il donne toujours plus de rythme au récit avec un héros qui ne mâche pas ses mots et qui se révèle être un bon stratège lors de ses combats contre toute attente. C'était une lecture que je me devais de finir, je repoussais sans arrêt en essayant d'oublier la fin, mais ce n'était pas possible car elle est juste inoubliable, mais quoi qu'il en soit, elle a quand même fait son petit effet. J'ai également lu le tome 1 de Le voyage de Ryu de Shotaro Ishinomori. Elle fait partie de la même collection vintage de Glénat que Ashita no Joe, sauf qu'elle n'est plus commercialisée, certainement pour cause de bids retentissants. Et du même auteur, Cyborg 009 a eu le même destin, seul Ashita no Joe et l'anthologie de Moto Hagio restent disponibles. Mais pour les plus curieux d'entre vous, qui sont prêts à mettre des moyens raisonnables pour lire Le voyage de Ryu ou Cyborg 009, ils sont disponibles en format numérique. Si vous êtes plutôt déraisonnable, vous pouvez commencer à revendre tout ce qui traîne chez vous. Voilà. Alors quel est le topo de Le voyage de Ryu? C'est l'histoire d'un clandestin qui sera le seul survivant d'un voyage spatial et qui se retrouvera sur une planète Terre d'un autre temps. Il fera la rencontre d'autres voyageurs perdus sur cette Terre, mais surtout il constatera une évolution qui diffère sensiblement au niveau du bestiaire par exemple.
Alors, ce qui est marquant pour moi, ce sont ces héros un peu à la Joe de Ashitano Joe. On a envie de les aimer, mais ils ont un comportement parfois très dur, tellement antipathique. Il y a vraiment un archétype du héros d'antan, pas loin du voyou solitaire. Donc on a des réactions un peu disproportionnées à l'image de Joe parfois, mais qui s'expliquent du fait qu'on est plus habitué à ce genre de caractère dans le manga aujourd'hui. Néanmoins, ça se lit très bien, c'est aussi très intéressant de voir le lâche parnel du mangaka qui traite là de science-fiction, mais dans ma mangatech, j'ai d'autres œuvres de lui à lire, que ce soit de la biographie de Kusai ou d'autres récits de ninja et de samouraï. Je crois même qu'il a fait du Sentai avec Kamen Rider édité chez Isan Manga. Donc voilà, je compte bien lire la suite, d'autant plus que j'aime bien le héros, et prendre le temps de lire d'autres de ses œuvres. Alors oui, le style de dessin est ultra old school, à l'image d'un Osamu Tezuka, mais une fois dedans, on se pose plus de questions. J'ai également lu le tome 1 de Keiju Echigo. Ouais, moi je dis Echigo, pour dire Keiju numéro 8. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'attarde sur sa promo gigantesque qui en vrai correspond au thème. Je trouve ça même sympa, en tout cas, ça ne me dérange pas le moins du monde. C'est peut-être même dommage que ça en refroidisse certains, car moi j'ai bien aimé ce tome 1. Il fait vraiment partie de ces mangas pré-publiés en numérique comme Chainsaw Man et Spy Family, que je trouve très travaillés. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Vous comparez les œuvres que je vous ai citées à des Undead Unlucky ou Yozakura Family, voire Mashle, il n'y a pas photo au niveau professionnalisme qui s'adresse clairement à un public plus mature. Je vous fais un petit topo. Notre héros est un nettoyeur, entendez par là qu'il nettoie les restes des cadavres des Keiju, donc des monstres, et qu'il a la trentaine, 32 ans plus précisément, qui est l'âge limite pour passer l'examen des Hunters, on va dire. Le truc, entre-temps, c'est qu'il va être infecté par une saleté qui va faire de lui une espèce d'hybride de Keiju, et que ça va tout changer. L'humour, l'action, certains persos, les dessins, tout est calibré au centimètre près. Vraiment, dans sa conception, ça me fait penser à Spy Family. C'est propre, c'est nickel, rien à redire. Je suis presque tenté de tout lire pour être à jour sur Manga Plus. Alors oui, ce n'est pas original, mais c'est carré. J'ai lu le tome 4 de Eden. Alors étrangement, j'ai mis du temps avant de lire ce tome, ce qui n'a pas de sens car j'adore cette licence que je découvre avec sa réédition. Et à la lecture de ce tome, je me dis quand même, il y a de nombreux univers réunis dans un seul. J'ai l'impression de passer de film en film, ce que j'apprécie bien que le côté hacker cyberpunk m'a un peu manqué pour le coup. Alors j'ai toujours hâte de lire la suite afin de voir ce que me réserve ce récit, toujours aussi violent et intelligent. J'ai également lu le tome 4 de The Fable. Alors, c'est le genre de série qui m'agace à se lire si bien et si vite. Je suis totalement réceptif à l'humour, à l'écriture des personnages. Non mais, dans ce tome, la pseudo-sœur de The Fable nous fait de ses têtes. Elle était déjà un peu chelou la dernière fois avec son crush sur le petit Yakuza de pacotille, qui n'a pas supporté de descendre l'alcool au même rythme qu'elle, mais en vrai, elle est encore plus attaquée que notre héros dans son genre. J'aime beaucoup l'écriture des persos, mais j'ai aussi l'impression de découvrir des visages un peu uniques, bien que certains se ressemblent, mais avec des traits parfois sérieux, parfois caricaturaux. Non mais vraiment, vivement la suite. Pareil, encore une œuvre où je suis tenté de tout lire, quoi. J'ai également lu le tome 34 de l'Attaque des Titans, donc le final tant attendu, et il fait le boulot en vrai. De toute façon, il n'y avait que deux options avec Irene, et enfin bon, il y a eu des moments incroyables dans cette licence, mais aujourd'hui, ce qui m'est le plus mémorable, c'est ce tome 30, qui est la représentation parfaite de ce qu'est le foreshadowing. Donc ce dernier tome fait le boulot, comme les trois autres avant. Globalement, la série est excellente de bout en bout, et j'imagine très bien le cinéma des animés only lors de sa prochaine diffusion. En tout cas, voilà, j'étais ravi de finir, de conclure cette série, tout comme je conclus cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à passer à Paris Manga, moi je serai présent, donc je vous l'ai déjà dit, le 7 novembre sur le stand de Meian. Donc c'est pas pour faire des autographes ou machin truc, rien à voir, je suis là en tant que vendeur. Voilà, j'ai été embauché par Meian pour vendre certains titres, donc n'hésitez pas à passer, je pourrais vous en conseiller certains, d'autres pas, mais en tout cas je serais ravi de vous voir. N'hésitez pas à vous manifester, et sur ce, à bientôt, prenez soin de vous, on se revoit dans d'autres vidéos, si ce n'est pas à Paris Manga. Ciao.